Bonjour à tous. Voilà. Bon, on va commencer, je crois. Donc, je me présente en deux mots. Je m'appelle Thierry Châtel, je suis consultant et formateur indépendant spécialisé sur Angular. Actuellement Angular 1. Mais là, je suis venu pour vous parler et vous montrer du code Angular 2. Que du code, je n'ai pas de slide. Je vais juste vous faire une démo qui va vous montrer la syntaxe des templates, l'injection de dépendance et la façon d'écrire les composants avec Angular 2. C'est bon, les derniers arrivent. Bon, alors, je vais vous montrer une mini-application de démo où il n'y a pas de super-héros. Ça va faire original pour une application Angular. J'y connais rien en super-héros, c'est pour ça. Je me suis dit, je vais en mettre comme tout le monde, mais finalement, c'est pas la peine, ça marchera quand même. Alors, ça va être une petite application où je vais afficher une liste de voyages. J'avais quelques photos de vacances, ou plutôt de voyages faits ces dernières années pour Angular, parmi beaucoup d'autres. Donc au départ, j'ai juste une page index.html qui se contente de charger le composant de l'application, le composant principal, correspondant à cette balise Travel App. Donc, il est défini ici. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est entièrement en TypeScript. Ce n'est pas une obligation d'utiliser TypeScript pour Angular 2. On pourra très bien utiliser ECMAScript 2015 ou même ECMAScript 5. Mais le framework lui-même est développé en TypeScript et c'est pratique. Finalement, TypeScript, ça allège un peu la syntaxe, c'est plus élégant. Donc c'est tout à fait adapté pour écrire des applications Angular 2. Alors là, on a un composant Angular, le premier composant de l'application, Travel App, le composant principal, qui est simplement une classe TypeScript. Alors une classe TypeScript, c'est comme les classes ECMAScript 6, ECMAScript 2015. Ce pas des classes en fait. C'est pas du tout des classes comme Java. En réalité, ce que ça crée derrière, c'est un constructeur JavaScript. Donc, on va dire classe quand même, puisque le mot-clé s'appelle classe. N'allez pas imaginer que ce sont les mêmes classes qu'en Java. Donc ici, on a cette classe Travel App qui est indiquée comme composant Angular par cette annotation @component. Donc là-dedans, on a les spécifications de ce composant. Ce composant correspond au sélecteur CSS Travel App. Donc il n'y a rien devant, c'est juste le nom de l'élément. Ce qui veut dire qu'il va être appliqué à cette balise Travel App ici. Alors tout ce que fait le composant, c'est afficher ce template, le titre de l'application. Ici, s'il avait besoin de directives, il faudrait les indiquer dans ce tableau directive. Là, ce composant très rudimentaire affiche simplement le titre qu'on voit ici. Alors, on ne va pas en rester là, on va créer un deuxième composant. À la main, celui-là. Un composant qui va afficher la liste des voyages. Donc, je veux un composant Travel List. Alors, j'ai déjà le HTML brut que je vais utiliser dans le template, histoire de ne pas tout réécrire, sinon on n'irait pas bien loin. Et ce que je veux, c'est qu'en dessous du titre, pouvoir utiliser un composant Travel List. Donc ce composant, je vais le créer ici. Alors je vais avoir besoin d'importer la directive component également. Le bootstrap de l'application n'est plus nécessaire, c'est fait uniquement dans le composant principal. Donc ici, je vais créer une classe Travel List. J'aurai bien besoin d'un constructeur, peut-être pas tout de suite.
Et cette classe, je vais dire que c'est un composant Angular. Donc le sélecteur CSS, dans Selector, c'est l'élément tag name travel list. Le template. Et puis, il y aura besoin de directive dans celui-là, c'est sûr. Donc le template, ça va être ce que j'ai ici. Alors pour l'instant, c'est juste du HTML brut. Il va falloir ajouter la logique. Alors si je fais simplement ça ne va pas suffire. Je ne vois toujours pas mon composant affiché. Parce que dans le composant principal, où ici j'ai mis cette balise travel list, en fait il faut que je liste les directives que j'utilise dans son template. Donc il faut que j'importe ma classe travel list. Depuis le bon fichier, voilà. Et je l'indique dans les directives utilisées par le template. Et déjà, il y a plus de choses. Cette fois, il a exécuté le composant. Donc là, on voit que les directives d'Angular 2 ne sont pas globales. Elles ne sont pas spécifiées de façon globale et utilisables partout. En fait, c'est au niveau de chaque template qu'on va indiquer les directives qu'on veut utiliser. Alors parfois, sous la forme d'un tableau de tout un ensemble de directives. On peut en avoir beaucoup et ne pas vouloir les spécifier une par une, ce serait lourd. Mais ça permet d'avoir des directives différentes, éventuellement avec le même nom, dans des templates différents. On peut très bien avoir des librairies qu'on va utiliser à plusieurs endroits de l'application sans avoir de collision. C'est dans chaque template qu'on peut préciser qu'on va utiliser telle ou telle directive. Voilà, donc là, en disant que j'utilise cette directive travel list, enfin, ce composant travel list, ça me permet il va appliquer ce composant à l'élément, enfin au sélecteur CSS correspondant ici, travel list. Là, c'est un sélecteur CSS3, hein, ça pourrait très bien être une classe, un attribut ou ce qu'on veut. En général, on va le mettre sous le nom d'élément HTML, mais ce n'est pas une obligation. Alors, pour l'instant, on a juste un bout de HTML statique, qui ne fait rien du tout. On va avoir besoin de données aussi. Alors, dans notre composant, on va avoir une propriété, travels, alors qui va être du type, d'un type travel que j'ai défini ici, une classe travel, qu'il me faut importer pour pouvoir l'utiliser. Voilà, donc j'ai importé ma classe travel et je lui dis que travel, ça va être un tableau de voyage. En l'occurrence, pour l'instant, je vais le définir en dur. J'avais le tableau tout prêt. Donc dans le constructeur, je vais lui affecter la valeur. Voilà, donc ici, j'ai un tableau de données que je vais pouvoir utiliser dans mon template. Par exemple, pour boucler sur les éléments du tableau et répéter la ligne de données en fonction des éléments de ce tableau.
Alors, dans Angular 2, il n'y a plus de ngRepeat, mais il y a un ngFor, étoile ngFor. Étoile ngFor, on va mettre dièse travel, c'est la variable locale, off, c'est plus un in, travels. Et pour pouvoir faire ça, on voit qu'il n'est pas très content, parce qu'il me dit que le ngFor off, c'est pas une propriété de mon composant. Il faut déclarer la directive, donc d'abord importer, alors on peut les importer une par une, ou alors on peut importer toutes les directives, enfin un tableau qui regroupe les directives principales, enfin du cœur du framework, donc core directives. J'importe ça, et je dis que je les utilise dans ce template. Ça va tout de suite mieux. Alors je vous explique un peu comment ça marche. C'est assez différent d'Angular 1. Dans Angular 1, on a un scope dans lequel on peut publier directement des données, ou alors si on utilise la syntaxe controller as, on va publier l'instance du contrôleur dans laquelle on met les données. Alors ici, on a bien sûr des choses qui ressemblent. Il n'y a plus de contrôleur, mais il y a le constructeur du composant qui joue un peu le même rôle. Et le scope, en fait, le contexte d'évaluation des expressions du template, c'est l'instance du composant. Donc ce sont les propriétés du composant. C'est pour ça que j'ai pu utiliser directement Travels ici. Toutes les expressions de mon template sont évaluées sur l'instance du composant. Donc là, je répète sur ce tableau Travels. Je publie une variable locale travel dans chaque sous-template répété. C'est ce que signifie l'étoile ici. Toutes les directives préfixées par une étoile, enfin, la syntaxe où on met étoile et une directive derrière, c'est pour une directive qui va créer un sous-template. Là, on va avoir un template répété pour chacun des TR répétés avec la variable travel dedans. Ensuite, on peut faire du binding et afficher des données. Alors, j'avais mis l'image après. On va commencer par le texte. Travel.place. Country. Et year. Donc là, c'est du classique. C'est pas très compliqué. Ça ressemble à Angular 1, mais de loin. Je vais vous expliquer. Pour l'image, src égale, c'est un travel.img. Et je me suis trompé, il y avait un répertoire. Voilà, donc là on a les choses qui s'affichent bien. Ici on a mis des bindings sur du texte, et là on a construit le chemin de l'image. Alors c'est pas la seule façon dont on pourrait indiquer ça dans le template. Le fonctionnement des templates est assez différent d'Angular 1. Dans Angular 1, tout ce qu'on a, c'est des directives. Quand Angular 1 compile un template, il repère les directives et il exécute le code correspondant. Le template n'est pas plus intelligent que ça. Le compilateur, il n'a rien fait de particulier. Tout ce qu'il fait, c'est démarrer des directives. Et chaque directive va décider ce qu'elle doit faire, des expressions qui lui sont fournies, enfin des valeurs qui lui sont fournies dans des attributs. Est-ce qu'elle doit les considérer comme des expressions, comme du texte ou autre? C'est chaque directive qui va implémenter ça. Dans Angular 2, ça a beaucoup changé. Il y a une syntaxe au niveau des templates qui va préciser ce qu'on fournit comme données. Ce n'est pas la directive qui en décide. Alors ici, j'ai mis src égale, et donc là, c'est un attribut texte, mais
avec une partie qui est construite par une expression Angular. J'aurais pu l'indiquer autrement. Je pouvais dire que j'alimentais SRC avec une expression Angular. Si je mets comme ça l'attribut entre crochets, alors on pourrait mettre aussi bind-src pour ceux qui seraient allergiques aux crochets, mais c'est plutôt élégant comme syntaxe. Là, c'est pour lui dire que SRC va être alimenté par une expression. Donc si c'est une expression Angular, il faut mettre ça, un bout de texte en dur, plus la valeur de travel.img. Et la différence n'est pas spectaculaire. C'était juste pour montrer que ça marche encore. Alors là, on peut se dire qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on alimente la valeur de l'attribut SRC. C'est pas ça, en fait. En fait, on alimente la valeur de la propriété SRC de l'objet DOM. Donc ici, on a une image, IMG. Cet objet, une fois que je l'ai sélectionné, je l'ai dans $0 dans la console. $0, il a une valeur dans SRC qu'on peut modifier. Et ce qu'a fait Angular, c'est qu'il a alimenté cette propriété SRC de mon objet DOM. Si j'avais mis une autre valeur, on voit que ça change l'image. En l'occurrence, ça a aussi modifié la valeur qui est indiquée dans l'attribut. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce que fait Angular, c'est qu'il va alimenter la propriété. Après, ça peut, au niveau du navigateur, avoir un impact sur un attribut, ou pas forcément. Ici, quand on met double accolade comme ça, pour fournir du texte, mais on pourrait alimenter une propriété du TD qui s'appelle TextContent. Alors la propriété de l'attribut HTML, c'est TextContent en camel case, et là il faut le mettre en minuscule séparé par un tiret. Alors TextContent, si je veux l'alimenter par une expression Angular, faire un binding sur cette propriété de l'objet DOM TextContent, qui va être évidemment son contenu texte, voilà, je peux dire que c'est la valeur de travel.place. Et ça marche aussi, alors je peux mettre quelque chose devant pour qu'on voie la différence. C'est une expression Angular, je peux mettre ce que je veux, un bout de texte en dur, une étoile, voilà. Hop. Donc tous les bindings qu'on va faire comme ça se font sur des propriétés de l'élément DOM, et on décide si on veut, si on fournit une expression, on va mettre la propriété, le nom de la propriété entre crochets, et ce sera forcément évalué comme une expression Angular. La valeur qu'on indique est forcément évaluée comme une expression. Ça, ce n'est pas la directive qui décide. Du coup, la directive, elle reçoit la valeur, qu'on les fournit par une expression, par du texte en dur ou autre. C'est purement au niveau de la syntaxe des templates. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins de directives. Là, on voit que du coup, il n'y a pas de directive ngbind comme il y avait dans Angular 1. C'est plus nécessaire, il suffit d'alimenter les propriétés qu'on veut. Il n'y a plus besoin de ngsrc. Il y a au moins les 2/3 des directives d'Angular 1 qui, du coup, ne sont plus nécessaires. Pour l'instant, dans le 2, je crois qu'il doit y avoir même pas 25 directives. Donc leur nombre a été divisé par 3 ou 4. Parce que finalement, il y a cette syntaxe qui permet d'alimenter toutes les propriétés qu'on veut. Dès qu'on veut mettre des classes, des styles ou tout ce qu'on veut, il n'y a pas besoin de directive. Alors pour les classes, il y en a quand même. C'est pas un très bon exemple. Alors je peux vous montrer tout de suite pour les classes. Alors si je reviens à la syntaxe plus légère. Donc c'est bon, je suis revenu à un truc qui marche. Pas un peu trop revenu. Voilà. Alors si on veut mettre une classe, sur l'objet travel, on a une propriété isOld pour savoir si c'est un voyage des années précédentes, si ce n'est pas l'année courante. Et je peux vouloir mettre une classe
Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé ici. Ici, on voit que dans le template de mon composant, j'ai du style. On peut mettre un élément style. Alors, il y a plusieurs façons d'indiquer du style directement au niveau du composant. Et Angular le déplace là où il faut, c'est-à-dire dans le head de la page HTML. Si on regarde ici, alors dans le head, il a mis quelque part les styles. Ouais, je ne les vois pas. Enfin, ils doivent y être. Script. Non. Bon, on verra. Normalement, ça marche. Je vais garder la console en dessous. Alors, si je veux utiliser cette classe old, je peux mettre une classe old sur l'élément avec le nom du lieu. Alors, pour indiquer la classe, là, c'est un peu compliqué parce que la propriété de l'élément HTML sur le TD plutôt. Il y a une classe list dans laquelle on peut ajouter des classes. Enfin, c'est pas directement une propriété dont on modifie la valeur. Alors, il y a une syntaxe un peu particulière pour les classes. On peut indiquer classe, point, le nom de la classe, donc entre crochets parce que c'est un binding, donc une expression Angular qui fournit la valeur. Et là, je dois lui dire quand est-ce qu'il faut mettre cette classe. Alors, si travel, point, c'était isOld, je crois. Oui, isOld. Pas tout à fait. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, non, il faut pas. Là, du coup, j'étais dans une expression Angular, donc il n'y a pas à remettre de crochet. Si j'ai mis les crochets, ça veut dire que c'est une expression, donc évidemment, il n'y a pas de double accolade à l'intérieur. Voilà, donc là, on voit qu'il y a un style différent. Les noms sont en rouge pour les dates antérieures à 2015. Alors, il existe encore la directive ngClass. Avec la même syntaxe qu'avant, on peut lui fournir un objet JavaScript, le nom de la classe et l'expression qui indique quand est-ce qu'il faut la mettre. Donc une expression booléenne qui dit si elle doit être présente ou pas. Il y a encore quelques directives qu'on retrouve. Le ngClass en fait partie. Alors ici, on a un bouton Remove qui pour l'instant ne fait rien. Enfin, il recharge la page même, c'est pas du tout ce qu'il faut. Alors si on veut supprimer un élément, on va mettre une méthode remove prenant un voyage en paramètre, alors qui va aller chercher son index dans le tableau. Et ensuite, il n'y a plus qu'à appeler splice sur le tableau. This.travels, pardon. Pour supprimer un élément à l'index trouvé, donc un élément à supprimer. Donc cette méthode, on veut l'appeler sur le bouton qui se trouve ici. Alors sur ce bouton, on veut réagir au clic sur le bouton. Donc un événement clic, on va l'indiquer dans le template entre parenthèses. Donc entre parenthèses, on indique les événements qui peuvent se produire sur l'élément DOM ou sur un composant Angular si on y a défini des événements. Et ici sur l'événement clic, on va appeler remove travel. Alors on voit que ça l'a supprimé, mais après ça a rechargé la page. Parce qu'il manque un petit quelque chose. Pour désactiver le comportement par défaut donc d'un lien qui rechargerait la page, il faut que l'expression passée sur l'événement renvoie false.
Donc on peut le mettre directement dans la fonction return false. Et ça va mieux marcher. On peut supprimer maintenant tout en restant dans la même page. Donc voilà pour ce composant travel list. J'en ai prévu d'autres derrière. Alors si on veut afficher des détails sur un élément sélectionné, on va mettre un bouton dans la liste pour voir plus de détails sur un certain voyage. Alors le clic ne sera pas le même. Bon, on le changera après, de toute façon ça ne va pas être très différent. On va mettre, ouais, je vais plutôt dire que c'est le premier bouton. Donc un bouton show qui va avoir une icône différente, je ne sais plus ce que j'avais utilisé. Alors, hop, caret, square, oh. Down, ça ne s'invente pas. Donc je dois avoir un bouton sur chaque ligne avant le remove, voilà. Et je veux cliquer sur ce bouton pour voir plus de détails sur ce voyage. Bon, en fait, il n'y a pas plus de détails dans les données, mais il y aura juste l'image en plus gros. Alors, on va sélectionner un élément. Donc, dans notre composant, je vais avoir un selected travel. Donc, une propriété supplémentaire dans le composant que je vais pouvoir utiliser dans le template. Une fonction select, prenant le même paramètre, mais qui ne fait pas la même chose. Ce qu'elle va faire, c'est mettre ce voyage dans la propriété adéquate. This.selectedTravel égale travel. Quand je clique dessus, du coup, j'appelle select. Si je veux vérifier dans le template, je peux lui faire afficher les données en JSON sélectionnées. Selected travel pipe JSON. Ce ne sont plus des filtres, ce sont des pipes, mais ce n'est pas très différent hein, sur le principe. Voilà, et je sélectionne. On voit bien qu'il me sélectionne le bon. Donc je vais faire un nouveau composant pour afficher celui qui est sélectionné. Donc un composant travel show. Bon, le template là aussi est déjà à moitié préparé, enfin au moins la partie HTML. Donc pour créer le composant, même chose. Le import, tout ça, voilà, j'en ai besoin. Je crée la classe travel show. Ici, son constructeur. Avec la notation @component qui prend le sélecteur. Non, pas ça. Selector. Alors le sélecteur et le composant, il faut que je le mette ici dans le template. En dessous de la table, je veux afficher un composant travel. Non, perdu. Travel show, comme ça. Donc ça va être ce que j'indique comme sélecteur CSS. Un template, et il y aura besoin de directives là aussi, évidemment, dans un tableau. Donc le template, même chose, je prends ça. Là aussi, j'ai un peu de style correspondant, enfin vraiment spécifique à ce composant, donc je peux le mettre dans le composant. Et un div qui va afficher les détails de ce voyage.
du voyage sélectionné. Alors le voyage sélectionné, ça va être une propriété du composant. Et alors, je vais avoir besoin des directives Angular là aussi. Donc ici, si je mets travel .place, donc les mêmes bindings. Je fais un copier-coller pour l'image, ça ira plus vite. Alors évidemment, il faut que mon composant parent fournisse le bon voyage à ce composant travel show. Mais ici, je vais alimenter la propriété travel du composant travel show. Donc je mets entre crochets parce que je fournis une expression, la valeur depuis une expression Angular. En l'occurrence, non, pas celui-là justement, c'est selected travel. C'est celui qui est sélectionné. Donc la propriété selected travel du composant parent va être fournie dans la propriété travel du composant enfant. Mais en fait, pour avoir le droit d'alimenter, donc ça va être une propriété externe de ce composant. Il ne suffit pas de créer la propriété au niveau de l'objet TypeScript. Il faut lui dire que c'est une propriété qui va recevoir une donnée. Donc on va mettre ça dans une déclaration input, ici. Et le nom de la propriété, travel. Ou alors on peut mettre aussi une annotation input sur la propriété elle-même. Les deux fonctionnent indifféremment. Et il me manque quelque chose. Oui, effectivement, j'en ai oublié un bout. Dans mon composant parent, ici, tant que je n'ai pas spécifié la directive à utiliser, cette directive travel show, ça ne va pas le faire. Donc, même chose, il faut que j'importe. J'aurais pu la mettre ici. Je vais le mettre sur une ligne, comme ça. Donc, j'importe le composant travel show from le bon fichier. Et je l'indique dans les directives. Pas tout à fait. Alors, oui, si, effectivement, il y a une erreur là. Là, ça marche quand j'en ai sélectionné un. Par contre, tant que je n'en ai pas sélectionné, au début, il me dit qu'en fait, mon travel dans le composant enfant est undefined. Donc il ne peut pas accéder aux différentes propriétés de ce composant. Ça ne marche pas comme dans Angular 1. Dans Angular 1, si on fait un binding sur quelque chose d'undefined, ça ne pose pas de problème. Si travel.place ne fera pas d'erreur si travel est undefined, ça vaudra undefined. Ce n'est plus le cas. Ici, il y a une erreur quand on utilise ici travel.place si travel est undefined. Donc je peux dire avec une directive un étoile ngif égale, on va avoir ce div seulement s'il y a quelque chose dans travel. Voilà. Donc là, il n'y a plus d'erreur. Et quand j'en sélectionne un, ça va bien afficher ce qu'il faut avec une image en plus gros. Alors si on voulait conditionner... Alors je vais modifier un petit peu les données pour vous montrer ça. Si j'enlève certaines informations dans les données,
Pourquoi pas. Hop. Et je voudrais que si le pays, par exemple, n'est pas alimenté, ça n'affiche pas la ligne, pour ne pas afficher une ligne vide. Alors je pourrais mettre un ngIf sur le TR, bien sûr. Donc ngIf, c'est comme le ngIf de Angular 1. Ça conditionne la présence de l'élément dans le DOM. Si je veux simplement le cacher, donc qu'il reste présent mais qu'il ne soit pas visible, alors il y a différentes possibilités pour le faire. La plus simple, c'est d'alimenter la propriété de l'élément DOM hidden, alors qui a été ajouté depuis HTML5. Donc si vous devez supporter des vieux IE, n'y pensez pas. C'est IE11 ça. Bon, sinon il faut aller faire du style .visibility ou ce genre de choses. Mais le hidden est plus pratique quand on y a droit. Et donc ça, on va dire que c'est caché quand il n'y a pas quelque chose dans travel ou .country par exemple. Donc là, country est bien visible, et cette fois, ma ligne est cachée. Voilà. Bon, je vais remettre mes données quand même. Hop. Donc là, je vous ai montré comment créer des composants, comment écrire les templates, et l'injection de dépendances, notamment pour les services. Alors j'en ai un de service, un Travel Manager. Donc ça va être le service qui fournit la liste des voyages. Il a les mêmes données. Du coup, on ne va plus les avoir ici. Ce que je veux, c'est les récupérer du service. Alors mon service, il va falloir importer la classe TypeScript, bien sûr. On va commencer par là. Hop. Travel Manager. Ouais. Et Travel Manager ici aussi. Donc j'ai bien ma classe Travel Manager. Et je veux l'injecter à ce composant Travel List. Donc je vais y fournir un argument de type Travel Manager pour pouvoir ici appeler Travel Manager.list. Donc on va prendre la liste qui se trouve là-dedans. Et puis pour supprimer, on peut aussi, alors si je veux pouvoir ici appeler une méthode du même Travel Manager, ça veut dire que je vais le stocker this.tm.remove travel. Donc alors je vais juste lui dire qu'il est public, en fait, comme ça il va le stocker dans une propriété automatiquement. Voilà. Donc là, j'ai mon composant Travel List qui utilise ce service. Donc je lui dis qu'il a besoin d'un service de type Travel Manager. Ça ne suffit pas. Parce que si vous vous rappelez, dans Angular 1, on indique quels sont de quelles injections on a besoin, mais il faut aussi fournir les providers. Donc il va être, là, pour l'instant, il me dit que Travel Manager, ok, j'ai dit que j'ai besoin d'un Travel Manager, mais il ne sait pas ce que c'est. Enfin, il n'a pas de provider pour fournir le Travel Manager. Il ne sait pas quel Travel Manager il doit fournir à mon composant Travel List. Alors, l'injection de dépendance d'Angular 2, elle est différente. Elle est hiérarchique. On va avoir un injecteur au niveau de chaque composant. Et chaque composant peut fournir de nouveaux providers. Mais on peut évidemment le faire au niveau de toute l'application, et ça va être valable pour tous les composants qui sont à l'intérieur. Donc ici, au niveau du composant principal de l'application, celui qui fait là où on fait le bootstrap sur ce composant principal, je vais lui dire d'utiliser Travel
manager, d'utiliser le service Travel Manager, donc de fournir ce service, évidemment, si je n'injecte pas, si j'injecte pas la classe, il ne connaît pas. Enfin, si j'importe pas la classe, il ne connaît pas. On va la mettre ici. Hop. Voilà, donc cette classe Travel Manager va être utilisée comme Travel Manager. C'est là que j'indique le provider pour pouvoir fournir ce Travel Manager à tous ceux qui en ont besoin. Et là, cette fois, ça marche. Alors là, c'est juste un raccourci de syntaxe, en fait. Le fait de mettre ici le nom de la classe pour indiquer le provider, c'est un raccourci pour un appel à provide. On va lui dire de fournir comme Travel Manager, comme Travel Manager, use class Travel Manager. Qui fait la même chose normalement. Si je ne me suis pas trompé, voilà, c'est bon. Donc là, on lui dit que tous ceux qui demandent un Travel Manager, on va fournir cette classe Travel Manager. Vous voyez l'intérêt, c'est qu'en fait, on pourrait fournir une autre classe. Donc on peut très bien dire ici qu'on a besoin d'un Travel Manager. Le composant, lui, Travel List, il prend un Travel Manager, il ne sait pas lequel. Donc, oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé. L'injection de dépendance dans Angular 2, elle se base sur les types, sur les classes. Donc là, non plus sur des alias, mais sur les types. Donc ici, il va injecter un Travel Manager. Ben là, on lui indique que comme Travel Manager, on utilise cette classe. Si j'en fais une autre, je veux dire qu'en fait, Travel Manager, c'est la classe de base, où il n'y a pas les données. Et puis, je vais faire un sample Travel Manager, qui est en l'autre. Avec un constructeur qui fait super pour construire l'objet parent et enfin, l'objet de la classe parente et ajouter derrière les données. Donc là maintenant, si je rafraîchis simplement ça, mon Travel Manager de base n'a plus de données. C'est bien le cas. Mais je peux dire que dans cette application, je vais utiliser comme Travel Manager ma classe Sample Travel Manager. Il a beaucoup d'OR celui-là. Non, c'est bon. Et donc là, j'ai fourni à la place un autre composant, sans que un autre service plutôt pour le composant à la place de la classe qui était indiquée en dur dans l'argument. Alors pour terminer dans les 5 minutes qui restent, je vais juste ajouter du routage en trichant un peu parce que sinon ça va être un peu long à écrire. Alors je vais comparer à la branche où c'est déjà fait. Donc il me faut ajouter, pour vous montrer un peu comment ça marche, alors il y a tout un tas de directives pour le routeur, enfin tout un tas d'imports ici. Je vais vous le montrer après dans le fichier en plus gros. La définition de la route. Ici, les directives. Et ouais, ça aussi, hop, tout ça est utile. Donc ici, le routeur, le nouveau routeur d'Angular se configure comme ça avec une... En fait, c'est un routeur qui travaille au niveau des composants. On va lui dire que dans ce composant principal, on a router outlet ici qui est la partie qui va être alimentée avec
ce composant si c'est la route de base, et on pourra avoir d'autres routes avec d'autres composants. Donc c'est simplement un composant qui va remplacer par celui qui est indiqué quand c'est la liste. Bon, je vais prendre directement le résultat final, ce sera plus visible. Non, c'est pas vrai. Donc je rajoute une deuxième route pour un formulaire d'édition. Donc ici j'ai une route de base qui affiche la liste, une route /edit avec un ID qui affiche un composant alors qui n'est pas encore créé, donc pour l'instant je vais le mettre en commentaire. Donc là, on est sur la route principale. Et si je veux faire un composant d'édition, dans le composant liste, je rajoute un bouton. Alors, ouais, c'est celui-là. Et la directive qui va avec. Et un composant Travel Edit qui va être le formulaire d'édition. Allez, on va le prendre en entier, juste pour que je vous montre. Routeur directive, il faut l'importer aussi. Alors là, j'ai un bouton Edit qui me permet d'afficher un petit formulaire d'édition. Donc le routage, simplement, définit que la façon de les deux composants, ici plutôt, les deux composants qui seront mis à l'intérieur de celui-ci. Et donc si, dans la liste, si je clique sur le bouton Edit, c'est juste un lien avec Router-Link qu'on lui dit d'afficher la route Edit avec comme ID l'ID du voyage. Et le formulaire d'édition, alors on a tout un tas de directives formes, mais là ça utilise simplement la directive ngModel en double data binding. Donc là, comme c'est à la fois une expression qui alimente le ngModel, donc la valeur de ce champ place, country ou autre dans l'objet. Il y a les crochets pour dire que c'est une expression Angular, c'est le binding. Et c'est aussi un événement, c'est-à-dire que quand on saisit quelque chose, il va le mettre à jour. Donc on voit que, contrairement aux inquiétudes, il y a toujours du data binding à double sens dans Angular 2. Et quand on modifie, ici, on voit que ça marche comme avant. En fait, à la limite, il y a même plus du double data binding qu'avant, puisque c'est supporté au niveau de la syntaxe des templates, alors qu'avant, c'était juste la directive ngModel qui le faisait. Maintenant, c'est la syntaxe des templates qui le permet et qui pourrait le faire avec n'importe quelle directive. On peut écrire nos propres directives de data binding à double sens avec Angular 2. Et la seule chose qu'il y a aussi sur ce petit composant, pour récupérer la valeur de l'identifiant, on injecte un service route params qui a été importé à une classe du routeur, sur lequel on fait params.get de l'ID qui a été spécifié par l'autre. Voilà, donc avec ça,
Or, ça modifie uniquement les données en mémoire. Hein. Là, je retourne si je modifie, je retourne à la liste, mes données sont modifiées. Voilà, donc c'était pour vous montrer très rapidement, pour finir, un petit formulaire. Par contre, là, c'était du formulaire qui est créé directement dans le template. Dans Angular 2, il y a tout un outil pour construire des formulaires par du code JavaScript, ce qui permet, contrairement à ce qu'on faisait avec le 1, d'avoir des formulaires qui vont être testables. Donc, ce sera possible carrément de définir les validations et autres, et de pouvoir faire des tests unitaires qui vont bien vérifier que tel élément est affiché suivant ce qu'on a saisi dans le champ, ou que le formulaire sera bien invalide en fonction de telle valeur saisie dans un certain champ. Donc, on pourra toujours faire des formulaires directement avec ngModel, on met juste les bindings comme on faisait avant, ou on pourra construire ça par du code JavaScript de façon un petit peu plus verbeuse, mais ça permettra de faire des tests unitaires dessus. Donc si on a des comportements complexes à implémenter dans le formulaire, ce sera très intéressant. C'est fini. Voilà. Ouais. Alors, juste un dernier détail, c'est pas prêt Angular 2, hein, c'est encore de la version alpha, la bêta n'est pas sortie, donc si vous devez être productif sur un projet, ne l'utilisez pas encore. Hein. C'est un aperçu de ce qu'on pourra faire après, mais c'est pas tout de suite. Voilà. Merci.